de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous y tenez. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. On a beaucoup de sujets. Et on va essayer d'être, évidemment, vous êtes ministre de l'Éducation, le plus clair possible. On a besoin notamment d'une explication de texte après qu'on a entendu tout à l'heure Édouard Philippe chez nos confrères de RTL, s'agissant de la réforme des retraites, dont on dit qu'elle était à un tournant, encore un. Il a eu cette phrase sur la conférence de financement proposée dimanche soir par Laurent Berger. On l'écoute. Le patron, si j'ose dire, de la CFDT, Laurent Berger, a posé sur la table l'idée d'une conférence des financeurs ou d'une conférence de financement du système. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Si on arrive vous y êtes prêt? Mais bien vous sûr. êtes prêt à... J'ai entendu cette idée. Je pense qu'il faut lui donner un contenu. Quel est le mandat de cette conférence? Quelles sont les conditions de son organisation? D'une certaine façon, il dit oui. En tout cas, c'est un signe positif adressé à Laurent Berger, le patron de la CFDT. C'est un bouger. C'est une ouverture, évidemment, mais depuis le début, il y a de l'ouverture. Hein. Vous savez, d'ailleurs, avec la CFDT, il y a toujours eu de la discussion. Et puis, dès le début, on a dit aussi que l'objectif, c'était l'équilibre. Après, la façon d'arriver à l'équilibre est sans dogme. Ce qui compte, c'est d'y arriver. Donc, il peut y avoir plusieurs idées. Donc, vous dites que ça n'est pas une évolution, pardon? Ça n'est pas une évolution. C'est une ouverture, mais qui est en cohérence avec ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que depuis le début, nous disons que il faut aller vers l'équilibre, parce que dire le contraire ne serait pas responsable. Ce serait plus commode pour nous de ne pas s'en occuper de l'équilibre, de dire que c'est dans les années suivantes qu'on trouvera une solution. On a pris une position que je qualifierais de courageuse, et en tout cas qui nous oblige à une certaine ligne droite, à une certaine colonne vertébrale. Mais c'est un objectif, et l'objectif, chacun peut le comprendre, c'est ne pas laisser aux générations suivantes des déséquilibres qu'elles auront à payer. Ça, c'est très simple. Après, la manière d'y arriver, ça se discute. On a toujours dit qu'il y avait trois facteurs. Le niveau de pension, et personne n'a envie que ça baisse. Le niveau de cotisation, personne n'a envie que ça monte, et ce serait mauvais pour l'économie. Et puis troisièmement, l'âge. C'est pour ça que l'âge pivot a été privilégié jusqu'à présent. Mais encore une fois, s'il y a de meilleures idées, et qui sont peut-être plus consensuelles entre tous les partenaires, le Premier ministre a toujours dit qu'il serait ouvert. Donc maintenant, l'élément nouveau, c'est quand Laurent Berger a dit qu'il proposait cette conférence de financement, et le Premier ministre a été dans un esprit d'ouverture en disant ce qu'il a dit. Donc ce que vous nous dites, c'est 1, la recherche d'équilibre, elle est fondamentale. 2, c'est un signe d'ouverture. Est-ce que ce signal d'ouverture, Jean-Michel Blanquer, pourrait aller jusqu'à retirer l'âge pivot du texte de la réforme qui sera présenté en Conseil des ministres? Je ne pense pas, mais je ne sais pas. À ce stade, c'est par définition, quand on est en situation... Pourquoi dites-vous je ne pense pas? Parce que je pense que ce qui est important, c'est l'équilibre, encore une fois, et que, sauf preuve d'une idée meilleure, c'est celle-ci qui, à ce stade, est sur la table. Maintenant, vous savez que quand vous présentez le projet de loi en Conseil des ministres, il y a encore du temps ensuite, par amendement, au cours de la discussion parlementaire, de faire évoluer les choses. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quand même déjà une perspective sérieuse d'arriver à l'équilibre. Et si la conférence de financement, dont on ne connaît pas encore les modalités, puisque la proposition vient de Laurent Berger, il faut maintenant affiner ce que cela peut signifier. Mais si elle permet, en cours de route, d'avoir une idée meilleure, depuis le début, nous disons très clairement que toute idée meilleure sera reprise. Encore une fois, j'essaye de comprendre parce que, vous savez, les imprécisions, le flou, tout ça nourrit la défiance à l'égard d'une réforme. Et il est temps pour vous d'être clair. Là, je ne pense pas que quoi que ce soit que je viens de vous dire soit flou. C'est simplement que, par définition, si on est en position d'ouverture, on ne peut pas tout dire tout de suite, puisqu'il faut écouter, avancer en écoutant. D'accord. Mais ça veut dire que lorsque Laurent Berger dit une conférence de financement prévu dans des mois, donc c'est dans le calendrier 2020, en contrepartie du retrait de l'âge pivot de la réforme dès le Conseil des ministres, vous dites ça ne va pas être possible tout de suite. Ça, c'est au Premier ministre de le dire, et ça n'est pas à moi. Vous savez, c'est très important que la bonne coordination gouvernementale, à la fin, se traduise par la parole du chef du gouvernement. Donc ce point-là doit être clair. Par ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il y ait du bouger de chaque côté. Si vous voulez, depuis quelque temps, ce n'est pas la première fois que le Premier ministre fait des propositions pour avancer. C'est important que, face à lui, les différents interlocuteurs syndicaux, et là c'est ce que vient de faire Laurent Berger, puissent eux aussi bouger. Donc Laurent Berger a dit ça, peut-être qu'il peut aussi, lui, évoluer dans sa façon de voir les choses. Dernière question, je vous la repose, et on passe à autre chose, mais est-ce que l'âge pivot pour vous est l'alpha et l'oméga de cette réforme des retraites?
Mais certainement Est-ce que ça pas. reste l'alpha et l'oméga? Non. L'alpha, si ce n'est l'oméga de la retraite, c'est le régime universel. L'idée fondamentale, c'est arriver au régime universel. Et là aussi, on a été très clair, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre ou chacun des membres du gouvernement, c'est le régime universel parce que c'est un régime à la fois plus juste, qui nous garantit plus de pérennité et qui est en même temps plus simple à terme parce qu'il sera beaucoup plus lisible pour chaque Français. Donc c'est pour ces 3 raisons-là que depuis le début, nous disons le régime universel, c'est le cœur de la réforme. Après, la question de l'âge pivot, ça n'est jamais qu'une méthode, ce n'est jamais qu'un moyen au service d'un objectif complémentaire qui est d'arriver à l'équilibre au cours de cette décennie 2020, et pas de reporter au calendrier grec le nécessaire équilibre. Tout responsable de famille ou d'une structure sait qu'il faut un équilibre budgétaire à un moment donné. Et j'avais dit, c'est ma dernière question, ce sera la dernière cette fois, parce que je cherche pardon. C'est mon rôle, une réponse claire. Est-ce que l'âge pivot est une condition sine qua non à ce stade de la réforme des retraites? Encore une fois, il y a 2 grands objectifs. Le premier, le plus important, c'est le régime universel. Oui, et là, l'âge pivot n'a rien à voir avec ça. Ouais. Et deuxièmement, il y a l'équilibre. Et sur l'équilibre, ce qui compte, c'est le chemin. C'est l'objectif, pardon. Le chemin, lui, peut évoluer. Et c'est le Premier ministre, dans ses discussions avec Donc vous n'excluez pas, que l'âge pivot, finalement... Vous savez, c'est beaucoup une question de formulation de la méthode. Parce que, en réalité, ce qui est important de rappeler, c'est que l'âge légal, c'est 62 ans. Et qu'après, la question, c'est de savoir à quel moment on a un taux plein. Je rappelle que pour certaines personnes, aujourd'hui, le taux plein, c'est 67 ans. Et que la réforme est en train de le baisser progressivement à 64 ans. Donc, il faut, là aussi, être très clair. Le fait d'arriver à 64 ans est une situation qui peut être différente selon les personnes. Si vous voulez, la question, c'est de savoir si l'ouverture, aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle va être discutée par le gouvernement, ça reprend aujourd'hui, c'est fondamental, est-ce que ça peut aller jusqu'au retrait de l'âge pivot dans le texte? Est-ce que c'est sur la table? Le Premier ministre s'exprimera là-dessus. En plus, il reçoit les organisations syndicales. Est-ce que c'est sur la table? Mais encore une fois, je crois que c'est très clair. Ce qui est sur la table, ce qui est certain, c'est qu'on veut aller vers l'équilibre. Ça, on n'en demandera pas, si vous me permettez l'expression. Et après, tout ce qui permet d'arriver à cet équilibre est intéressant à regarder. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de tabou dans les chemins qui mènent à l'équilibre. Ce qui est, par contre, le clé, c'est l'équilibre. Il n'y a rien de tabou sur les chemins vers l'équilibre. Jean-Michel Blanquer, à l'Éducation nationale. Voilà ce que disent les enseignants. C'est que plusieurs semaines après la présentation de la réforme, vous n'êtes pas en mesure de leur dire quelle sera la revalorisation qui leur sera appliquée, augmentation de salaire mensuelle, qui compensera l'effet mécanique de la réforme qui leur fera perdre s'il n'y avait pas ces compensations. Bref, ils disent que vous êtes flou, que vous n'êtes pas en mesure de leur donner des précisions sur les augmentations qui leur assureront le maintien de leur niveau de pension. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Alors, premièrement, je dis des choses qui, encore une fois, je ne les pense pas du tout floues. Elles sont au contraire très simples. En revanche, elles sont tellement importantes qu'il est normal qu'elles prennent du temps. Premièrement, et vous l'avez dit à l'instant, nous garantissons, et c'est l'élément majeur, qu'ils partiront avec un niveau de retraite semblable à celui qui existe aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, évidemment, etc. Donc, vous avez un objectif qui est très clair, qui est comment nous faisons en sorte que, pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire un niveau de retraite comparable à ce qui est aujourd'hui, nous augmentons les rémunérations de façon à ce que, lorsqu'ils partent à la retraite, les professeurs et les personnels aient une retraite sauvegardée. Cela nous oblige de toutes les façons à une augmentation de la rémunération et à des calculs qui sont un peu complexe, parce que la situation elle est déjà différente pour ceux qui sont nés après 75, qui sont concernés par la réforme, et par rapport à ceux qui sont nés avant 75. Et puis ensuite, cela coïncide avec le fait que déjà aujourd'hui, nous avions de toute façon un objectif, indépendamment de la réforme des retraites, qui était de valoriser les salaires, et notamment ceux des plus jeunes. D'où ma question, qui sera revalorisé ? Qui bénéficiera d'augmentation ? Les personnels de l'éducation nationale, mais notamment les plus jeunes, on le sait déjà, notamment la moitié la plus jeune, ceux nés après 75. Ça ne veut pas dire que les autres n'auront rien, mais ça veut dire que c'est davantage pour ceux qui sont concernés par la réforme des retraites. Tous seront concernés par une augmentation de salaire, et en particulier, beaucoup plus fortement, ceux qui sont nés après 75. Je vous cite une enseignante de primaire, hier. Nous perdons beaucoup, ça c'est vrai que c'est mécanique, vous dites on promet de compenser, nous perdons beaucoup par cette réforme, et en plus, ils nous promettent des augmentations qui ne seront de l'ordre que d'une vingtaine d'euros par mois. Non mais c'est faux. On peut dire ni l'une ni l'autre de ces choses. Je sais bien que toute la journée,
tout le monde, c'est pas que les professeurs, est abreuvé de mauvaises nouvelles, de prophéties négatives, et qu'à la fin, ça finit par évidemment avoir une influence. Mais c'est le monde dans lequel on est, si vous voulez, où aujourd'hui, sur tous les sujets, on est bombardé de fausses nouvelles qui finissent par imprégner l'esprit public. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai problème démocratique aujourd'hui, parce que nous avons évidemment des éléments de crédibilité dans ce que nous sommes en train de dire. Ne serait-ce que parce que le projet de loi arrive à la fin du mois de janvier, que donc des choses vont commencer à se voir, que je commence les négociations dans une semaine. Donc tout ça, c'est très, très démontrable tout au long des prochaines semaines. Vous êtes le ministre des pédagogues, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Quelle note vous donnez au gouvernement en matière de pédagogie sur cette réforme? C'est très difficile de s'auto-évaluer, si vous voulez, de manière générale, même si c'est intéressant de s'auto-évaluer. Oui, mais c'est intéressant parce que gouverner, c'est décider, mais c'est aussi savoir convaincre. Mais si vous voulez, il faut à la fois expliquer et en même temps évoluer. Puisque si vous dites tout de suite les choses telles que vous les souhaitez, d'abord, vous n'êtes pas très bon, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et deuxièmement, vous êtes fermé, puisque ça signifie que vous pensez que vous avez la vérité infuse. Depuis le début, nous disons qu'on a quelques objectifs, à mon avis, très clairs et très simples, qui sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la pérennité, la simplicité, l'équité de ce système. Nous le disons, donc ça je crois que c'est simple et que d'ailleurs tout le monde l'a compris. Et puis ensuite, les chemins pour y arriver nécessitent de discuter. C'est vrai dans l'éducation comme ailleurs. Mais ce que je tiens à dire de manière très claire et très vérifiable... dont me parlait hier cette enseignante de primaire. C'est évidemment beaucoup plus. Mais donc, beaucoup plus pour tout le monde. Il suffit de faire... beaucoup plus, tout particulièrement pour les personnels nés après 75, mais les autres auront aussi des revalorisations, puisque ce que nous allons faire, c'est faire une comparaison entre ce que devrait être la rémunération sur toute une carrière pour un enseignant aujourd'hui et ce que ce serait dans 15 ans, dans 20 ans, au moment de partir à la retraite et pour les années suivantes. Donc c'est un travail très technique. Vous savez, il y a 1 million de personnes à l'éducation nationale. Donc 1 million de personnes, ça signifie d'abord d'être capable quand même de distinguer les différentes choses, d'avoir des objectifs comme par exemple une plus grande égalité femmes-hommes. Ça fait partie de nos objectifs très importants. Ça va prendre combien 6 mois, la négociation? On a 6 mois de négociation. Ça veut dire que pas avant 6 mois, ou dans 6 mois, ma question c'est quand est-ce que les enseignants auront ce fameux barème, auront cette fameuse capacité à voir quelle sera la rémunération. On peut avoir déjà... Alors, je vous donne si vous me laissez 2 minutes, je vous donne les grands principes de ce qui va arriver. D'abord, leur augmentation, elle sera au mois de janvier 2021. Premières augmentations. Les premières augmentations se verront pour l'année civile 2021. Ça, c'est très clair. Donc, ce sera dans notre projet de loi de finances 2020, qui sera la conséquence des discussions que nous aurons eues. Et au cours des prochains mois, ce que nous allons voir, c'est comment, année après année, cette revalorisation se réalise. On a déjà donné des ordres de grandeur. Nous savons que c'est entre 400 et 500 millions d'euros par an supplémentaires, donc qui s'ajoutent année après année. 10 milliards d'ici à 2037. Je vous donne un exemple. Cette année, l'augmentation du budget de l'éducation nationale, c'est environ 1 milliard d'euros. C'est un peu plus d'1 milliard d'euros. En gros, sans déjà vous faire le projet de loi de finances 2021, ce serait un peu prématuré, mais ce sera quelque part autour de 1,5 milliard, c'est-à-dire 500 millions entre 1,3 milliard et 1,5 milliard, si vous voulez. C'est-à-dire ce qui ajoute, normalement, on devrait rajouter environ à 800 millions d'euros de 2021, 500 millions d'euros. Donc ça devrait faire 1,3 milliard. J'espère un petit peu plus, mais ça dépend un peu des discussions que nous aurons, de façon tout simplement à avoir les premières augmentations et qui concerneront notamment cette première moitié la plus jeune. Vous espérez les augmentations de salaire desquelles nous parlons vont faire qu'au début tout au long de cette décennie 2020 et dès l'année 2021, ça va être donc progressivement plusieurs centaines d'euros qui vont... Mais alors, exceptionnellement, une année seulement, ou ce sera pérennisé année après comme année. augmentation? Année après année, c'est le sens d'une loi de programmation. Notre travail nous mène de 2021 à 2037. Elle sera pérennisée. Ce ne sera pas une prime exceptionnelle. Non, c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une augmentation qui se planifie dans le temps, qui fait partie de l'évolution structurelle des finances publiques et qui se planifiera de 2021 à 2037. La loi de programmation annuelle, elle sera votée en même temps que la loi de finances 2021 ? Vous avez plusieurs choses. C'est forcément un peu technique. Vous avez d'abord la loi sur les retraites qui est présentée à la fin du mois. Celle-ci fera référence à la loi de programmation d'augmentation des rémunérations des enseignants pour bien indiquer la garantie en matière de retraite et en matière de rémunération. Ensuite, nous ferons la loi de programmation. La loi de programmation, c'est encore trop tôt pour en donner la date, mais le processus commencera vers juin-juillet
quand nous aurons fini les négociations. Ce sera la conséquence des négociations. Donc ce serait un vote à l'automne, avant le budget. Encore une fois, c'est trop tôt pour vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de textes de loi. Mais avant en tout cas, la fin de l'année 2020. C'est en tout cas dans la deuxième moitié 2020 que cela doit se passer. Peut-être que ça mordra sur début 2021. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ensuite, vous avez troisièmement la loi de finances. Hein. C'est ainsi. L'état de droit repose sur plusieurs véhicules législatifs, comme on dit. Et donc là, la loi de finances, c'est évidemment à la fin 2020 qu'elle sera votée. C'est ce qui nous permettra de faire les premières augmentations début 2021. Jeudi, la grève, y compris à l'Éducation nationale, elle sera importante ? Écoutez, j'espère que non, parce que je pense que désormais, nous avons vraiment des perspectives extrêmement positives pour les professeurs, qui sont en plus, je crois, à la fois très fortes et très claires. Donc moi, mon invitation à l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale, c'est désormais qu'on soit très unis pour travailler à tout ça. Vous êtes dans quel état d'esprit d'ailleurs ? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez sous-entendu, ils vous prêtent des tas d'arrière-pensées, notamment de contreparties, de vouloir les faire travailler différemment. Mais pas que à moi d'ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde prête... nous, on ne veut pas travailler plus pour gagner plus. Le sujet, si vous voulez, c'est que tout le monde, c'est pas spécifique à ma personne, si vous voulez. Tout le monde prête à tout le monde des arrière-pensées dans le monde tel qu'il est. C'est pas spécifique à la France non plus. Et même si la France est trop une société de défiance. Alors qu'est-ce que vous leur dites ce matin, aux enseignants ? Pour vous répondre, je fais un zoom arrière parce qu'on est au cœur des missions de l'Éducation nationale. Notre mission, tous les jours, vis-à-vis des enfants, c'est de leur donner le sens logique et la culture générale qui permettent tout simplement de se faire son point de vue. Donc nous avons une particulière mission dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, où il y a beaucoup de fausses nouvelles, eh bien, d'avoir une analyse objective et d'essayer de réfléchir sur des faits. Donc là, en ce moment, je mets toute une série d'éléments très objectivables sur la table, et notamment toutes ces perspectives d'évolution pour les professeurs. Donc aujourd'hui, mon invitation, elle est très forte. Elle consiste à ce que l'éducation nationale soit à l'avant-garde de cet esprit constructif dont nous avons besoin pour la France, qu'un esprit de confiance, où on se fait confiance mutuellement pour avancer, et notamment pour avoir... et je dis arrêtons d'écouter, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui domine dans le débat public... Quelle est votre autocritique? Non, c'est pas une incantation, parce que vous savez, je rencontre énormément... Effectivement, moi, écoutez, je croise sans arrêt des professeurs. J'en vois en permanence. Ouais. À chaque fois que j'ai des discussions concrètes, ça se passe extrêmement bien, parce que tout simplement, on est sur des faits, on est sur des choses. Ouais. Mais toute la journée, ils reçoivent des mails, des tracts, qui leur expliquent qu'on veut casser le service public, qui veut leur expliquer qu'on veut en finir avec je ne sais quoi. Alors que ce qu'on vise, c'est tout simplement l'intérêt général. Ce qu'on vise, c'est l'amélioration de l'éducation en France. C'est le bien-être des professeurs. Pourquoi est-ce qu'on viserait autre chose? Donc aujourd'hui, un pays rassemblé, un pays uni est un pays qui peut avancer. Quand on ne se croit pas les uns les autres, on fait reculer le pays. Donc tout simplement. Donc vous leur dites, faites-moi confiance. Et vous n'avez aucun mea culpa sur la façon dont vous les... Mais on ne fait jamais les choses parfaitement. Rien de ce que j'ai fait ne peut être considéré comme parfait. Et d'ailleurs, je pourrais me donner un exemple de quoi que ce soit de parfait dans ce monde. Donc, bien sûr qu'on peut faire toujours mieux quand on se retourne vers l'arrière. Mais ce qui est important, c'est de regarder devant. On a fait aussi des choses qui sont pas mal du tout. Donc, faites-moi confiance et arrêtez la désinformation. Aujourd'hui, on a une stratégie pour l'éducation nationale qui a le mérite, je crois, d'être claire. C'est consolider les savoirs fondamentaux à l'école primaire. Et ça, tout professeur, qu'il soit du premier degré ou du second degré, sait que c'est indispensable. C'est pour ça qu'on a une priorité à l'école primaire, qu'on va encore créer des postes à l'école primaire, qu'on va continuer à dédoubler des classes là où c'est le plus nécessaire, qu'on va donc avoir aussi cette approche sur les savoirs fondamentaux qui déjà commence à montrer de l'efficacité. Donc avoir des élèves solides qui ensuite, dans le second degré, s'épanouissent progressivement. Et c'est le sens de la réforme du lycée qui a permis de donner plus de choix. Mais vous leur demandez aux enseignants, encore une fois, dans ce chantier qui va vous prendre 6 mois qui concerne la réforme des retraites, vous dites aux enseignants, arrêtez la désinformation, d'une part, écoutez. C'est pas aux enseignants que je dis ça, parce que c'est pas les informations. C'est à tous ceux qui, dans le débat public, à chaque fois, si vous voulez, pas forcément, ça dépend de quel syndicat on parle, mais si vous voulez, à chaque fois qu'une parole publique est prononcée, le premier réflexe ne devrait pas être d'immédiatement vouloir absolument en douter, dire qu'il y a du mensonge ou des arrière-pensées, mais plutôt de juger sur pièce et de regarder ce que nous sommes en train de faire. Si tout ce que je vous dis est faux ou ne mérite pas la confiance, ça va se voir très rapidement au cours des prochaines semaines, et là vous pourrez facilement me l'opposer. Mais j'invite chacun à regarder ce que je dis depuis 2 ans et demi, et tout particulièrement depuis ces derniers mois, sur les sujets, et voir
si ce que je dis c'est vérifié. Oui, parce qu'on vous accuse de découvrir qu'aujourd'hui que les profs sont mal payés. Non, c'est faux, j'en parle depuis 2 ans et demi. Je le dis depuis 2 ans et demi. Et tout ce qui est en train de se passer, y compris la formidable augmentation de la rémunération qui se profile, c'est précisément... 10 milliards d'ici à 2037. C'est considérable, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et c'est absolument indispensable si on veut préserver l'avenir de la France. Donc c'est un discours positif comme il n'y en a jamais eu sur le rôle des professeurs dans la société française, ce qui suppose toute la confiance de la société française dans les professeurs et la confiance de l'éducation nationale en elle-même. C'est ça le sens de ce que je dis. Un mot, malheureusement, un mot seulement sur un sujet extrêmement sensible, la détresse de certains directeurs d'école, en tout cas incarnée par le suicide de Christine Redon il y a 3 mois à Pantin. Vous présentez aujourd'hui, elle est très attendue, sera présentée une synthèse des questionnaires qui a été posé aux directeurs d'école. 46 000 directeurs, plus de 33 000 ont répondu. Juste un mot, ce qui est remonté le plus, et est-ce que vous allez le prendre en charge, c'est la surcharge de travail. Oui, bien sûr, et notamment le travail qui est le moins en rapport avec la fonction directe normale d'un directeur d'école. Un directeur d'école, c'est d'abord un directeur, je dirais, dans le sens pédagogique et éducatif, et puis c'est aussi une personne qui est en contact avec les parents d'élèves, c'est ça. Et donc nous devons diminuer la dimension administrative de la fonction, nous devons alléger la charge administrative. Est-ce qu'il y aura une aide administrative pour Alors c'est la conséquence aujourd'hui. Vous voyez, on procède par étapes sur ce sujet aussi. On fait la présentation d'une enquête très vaste et très profonde qui a été faite avec les directeurs d'école. On en discute avec les organisations syndicales aujourd'hui. Et donc, on en tirera de nouvelles conclusions d'ici à la fin du mois de janvier. Et puis, ça va nourrir cette fameuse discussion des 6 prochains mois pour améliorer les conditions de travail, non seulement des directeurs d'école d'ailleurs, mais des professeurs des écoles en général. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir été avec nous. Je signale aux éditions Sciences Humaines, Odile Jacob, quelle école voulons-nous? Cet entretien que vous avez avec Edgar Morin sur qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce que l'école de demain. De quelle école avons-nous besoin? Il faut toujours aller vers les questions qualitatives, puisque là on parle de questions budgétaires en particulier, mais elles sont au service d'une vision pour l'école. Et par définition, c'est fait pour être débattu, discuté, et c'est le sens de ce travail avec Edgar Morin. De cet échange avec Edgar Morin. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RCI. Merci à vous. C'est à vous Pascal. Voilà.